À tous, bienvenue. Enfin, elle est passée, sans être pour autant du passé. Oui, la très redoutée date du 28 avril 2019. Longtemps, on en parlera. Le peuple béninois était attendu aux urnes pour les législatives mettant aux prises les seules formations soutenant le chef de l'État. BR, Bloc républicain et l'UP, l'Union progressiste, l'opposition exclue. De la compétition, le spectre d'une journée d'horreur était dans presque tous les esprits. Mais à l'arrivée, pas de crépitement de balles sur les toits. Cependant, mesdames, messieurs, le scrutin n'aura pas été des plus paisibles. Et il aura été émaillé par endroits de scènes de violence exceptionnelles au point de voir du sang couler. 2 morts, annonce-t-on provisoirement. Inutile de rappeler les cas des blessés et les nombreux dégâts matériels. Maisons, véhicules ordinaires, chats passés à l'épreuve du feu. Et tout ça au Bénin pour le renouvellement d'un Parlement. Législative 2019 sans l'opposition. Coup de force réussi ou pur gâchis. C'est le thème ô combien embarrassant, mesdames, messieurs, qui est au menu de ce numéro de votre émission 100% Bénin. Et déjà, sur ce plateau, pour nous accompagner, Angèle Biao. Bien rare d'avoir les femmes sur le plateau de 100% Bénin. Elle a accepté de nous honorer. Acteur de la société civile, elle est membre de la plateforme électorale des OSC du Bénin. Angèle Biao, bonjour. Bonjour, monsieur. Et merci de répondre à notre invitation. Merci aussi de nous avoir invités chez vous. Ne vous en faites pas, c'est constant et ce n'est que la disponibilité qui pose problème. Demain reste encore votre jour, ne vous en faites pas. En face d'elle, un homme qui n'est plus à présenter. Donc, l'appelle depuis peu l'homme des très en vue, lettre ouverte au chef de l'État. Vous imaginez qui c'est? Oui, Prudent Victor Tokpano. Elle est encore ce matin avec nous, professeur de sciences politiques, les anciens gardes des Sceaux, très averti des questions d'ordre politique. Prudent Victor Tokpano, bonjour. Bonjour. Et merci d'être à nos côtés. C'est un plaisir renouvelé. Le plaisir est partagé. Nous allons directement à nos sujets, mais je ferai entorse à la tradition du plateau. Victor Tokpano, je m'en voudrais de ne pas vous poser quelques deux questions avant d'évoluer. Oui, ils sont nombreux à vouloir savoir un peu plus. Cette rencontre inattendue, tête-à-tête entre le chef de l'État. On retient quoi? Ils n'ont pas trop tendu leurs oreilles, soyez rassurés. Ça, c'est entre vous et moi. On retient quoi du tête-à-tête? Mais qu'il était utile d'avoir cet échange avec le chef de l'État. Même s'il n'a pas porté totalement ses fruits, il n'empêche que rencontrer un chef d'État, son chef d'État, et discuter des sujets du pays, c'est, pour l'instant, ne constitue pas encore un délit ni un crime. Et ça, c'est sûr. Victor Tokpano a annoncé devant tous qu'on pourrait faire un tour après à Calavi et voir si l'homme passera aussi à l'acte ou pas. La question du journaliste. Comment ça s'est passé? Quelqu'un nous a envoyé comme message qu'ils ont braqué leur caméra sur tout Calavi toute la journée, mais la batterie s'est déchargée sans pour autant être parvenu à voir votre image. Non, je ne suis pas allé voter. Ah, vous n'êtes pas allé voter? Non. Et pourquoi? Parce que mes candidats n'étaient pas en lice. Non seulement mes candidats n'étaient pas en lice, mais ceux qui l'étaient, je ne les connaissais pas. Pourquoi voudriez-vous que j'aie voté pour des gens que je ne connais pas? Voilà. Vous avez boycotté aussi le scrutin, vous le dites? Appelez le mot que vous voulez, mais je n'ai pas été voté, tout simplement. Chacun utilise les mots qu'il veut. Alors, avant de passer au sujet, on va y aller, puisque ce n'est pas vous le menu de notre émission du jour. Heureusement. Quand vous dites le chef doit des explications à ses concitoyens, qu'est-ce que vous sous-entendez par là? Je suis très embêté de devoir dire le contenu d'une audience que j'ai eue avec le chef de l'État. Effectivement, quand je faisais référence à la nécessité pour le chef de l'État de s'expliquer davantage, c'est parce qu'il m'avait donné quelques explications sur l'absence de certains partis. Voilà. Et c'est à ça que je faisais référence. Évidemment, vous n'allez pas me demander de venir sur un plateau, dire ce que le chef de l'État m'a dit. Mais j'ai juste estimé que par rapport à ça, si c'était mieux expliqué, ça aurait été plus simple. Mais en plus, c'est vrai qu'il était dans une situation particulière. Ce n'est pas le chef de l'État qui explique pourquoi est-ce que tel ou tel parti ne serait pas présent à une élection. Mais
c'est à ça que je faisais référence. Je m'interdis en revanche de venir sur un plateau de télévision, venir dire voilà ce que j'ai dit avec le chef de l'État. Je ne connais pas beaucoup de gens qui aient été reçus en audience et qui aient fait cet exercice-là. Oui, on ne veut pas vous tirer les verres du nez non plus, c'est pour mieux comprendre toujours pour ces téléspectateurs. Pour qui nous sommes ici, sinon autrement, ça ne servirait à rien. Mais invitez pas nous, là, je vais m'en arrêter. Mais dites-vous, vous n'avez pas voté. Mais on vous a vu inviter les gens à aller voter. Il y a une photo qui a longtemps circulé. Allez voter en paix avec votre image. Ne me dites pas que ça a été exploité par tierce. Vous pensez que c'est moi qui l'ai fait? En tout cas, on veut savoir, puisque vous êtes là. Non, ça n'est pas moi qui l'ai fait. Et ce que j'assume, et que j'assume pleinement, c'est l'intégralité des propos que j'ai tenus et qui ont été retransmis, mais à la virgule près, sans aucune modification par l'ORTV, et qui aussi circule sur les réseaux sociaux. Ça, je l'assume totalement. Mais dans les propos que j'ai tenus, vous ne verrez nulle part dire Victor Tokpanou appelle le peuple béninois à aller voter en paix le 28 avril. J'ai vu ça. J'ai vu cette image. Mais pourquoi voulez-vous que j'assume la responsabilité des actes que je n'ai pas posés? Pourquoi voulez-vous que j'assume la responsabilité? On veut juste savoir. Oui, non. Pour moi, ça ne constituait d'ailleurs pas un problème. À partir du moment où les gens avaient la possibilité de regarder la vidéo, l'intégralité de ce que j'ai dit, et à côté, ils voyaient l'image montée par je ne sais qui. Pourquoi voudriez-vous que je l'assume? Je ne peux pas. Merci pour ces clarifications. Mesdames, Messieurs, pour le sujet qui nous réunit, nous revenons sur le plateau législatif 2019, premier scrutin sous le régime Talon. Ce ne fut pas, Mesdames, Messieurs, une partie de plaisir. Du tout pas. Alors, la fête espérée n'a pas été au rendez-vous. Crainte, résignation, amertume et douleur auront été la chose la mieux partagée. À l'heure du bilan, quelle analyse faire d'un tel tableau pour le moins affligeant? Je vais alors me retourner vers nos invités. Mais avant, pour vous qui n'avez pas pu suivre ces événements, la plateforme électorale des OSC du Bénin a fait la synthèse qui s'impose, une synthèse à mi-parcours pour un autre bilan qui viendra dans les prochaines heures. Nous allons, avec la complicité de la régie, essayer de vous faire revivre un peu ce point à mi-parcours. La régie. À cette étape du processus, on peut affirmer que le taux de participation sera relativement le plus faible depuis l'avènement du renouveau démocratique au Bénin. Incident majeur du scrutin. Tout au long de la journée, l'ambiance au niveau des postes de vote s'est davantage détériorée au cours de la journée. Ainsi, il a été observé des sorties de divinités locales à Saverne ainsi que des cas de blessés à la suite d'accrochages entre militants des deux partis en lice et ceux de l'opposition. Un décès enregistré à Banté après un accrochage entre population et forces de l'ordre. Un engin blindé incendié à Saverne après un accrochage entre population et forces de l'ordre. Un capitaine de l'armée pris en otage à Saverne. Les populations ont exigé et obtenu en échange de sa libération celle de 8 civils arrêtés ce matin. À Parakou, un groupe de jeunes manifestants armés de gourdins, de machettes, de briques et d'armes modernes passe de poste de vote en poste de vote pour disperser et renvoyer les votants et les agents de bureau de vote. Il a été signalé un cas de décès à la suite d'accrochages entre militants des partis. Face à la gravité de la situation, les populations se sont retirées des centres de vote. Dans la commune de Banté, face aux actes de violence perpétrés par des manifestants, les forces de l'ordre et de sécurité se sont retirées des centres de vote. Dans cette situation, les téléphones de tout acteur relais, à savoir les moniteurs de la plateforme, les journalistes, sont confisqués par les meneurs. À Parakou, les individus masqués ont pris d'assaut les 3 arrondissements de la commune en emportant les urnes. Les membres des postes de vote ont pris la fuite. Les moniteurs de la plateforme ont dû enlever leur uniforme pour se confondre dans la foule.
dans certaines localités, Krokame, Banikwara, Dassari, Materi, il a été noté des tentatives de fraude, d'achat de conscience, de bourrage d'urne, d'intimidation, etc. À Parakou et dans certaines zones de Porto-Novo, la situation est très tendue avec beaucoup d'actes de vandalisme. Au regard de ces constats, la plateforme électorale des organisations de la société civile recommande à la Sénat et aux forces de l'ordre de ne pas perdre de vue les risques et menaces qui pourraient survenir dans la poursuite du processus déjà entaché par plusieurs irrégularités et faiblesses. Plusieurs irrégularités auront entaché ce scrutin prévisible. En tout cas, ce sont là les faits tangibles. Victor Tokpano, un regard d'ensemble, vos impressions, en dehors de ce que vous-même vous avez peut-être pu constater dans votre environnement immédiat et ce que vous avez suivi, c'est du nouveau ou bien déjà la journée du 28 vous a permis de vivre tout cela? Non, écoutez, on l'a rappelé, on a prévenu à travers nos différentes émissions, nos différents écrits. Il était évident que les élections exclusives étaient source potentiellement de violence. Tout le monde l'a dit. La chance que nous avions, c'est qu'aucun acteur politique majeur n'avait ouvertement appelé à la violence. Ah, c'était une chance. Oui, parce que dans certains pays, certains leaders auraient pu. Et en le faisant, ça aurait sans aucun doute quadruplé le niveau de la violence. Donc, on ne peut que les remercier pour ça. Et donc, lorsque je disais moi-même à ma sortie d'audience que je ne ferais pas partie de ceux qui appelleraient à la violence, c'était un peu ça. Vous imaginez que les acteurs politiques majeurs aient demandé aux populations, à leurs militants de sortir, d'empêcher absolument le vote. Je ne sais pas, sans l'avoir fait, regardez le résultat que nous avons. Et donc c'est quand même la première fois que nous avons une élection aussi exclusive. Tout le monde l'a regretté, tout le monde l'a dénoncé, tout le monde a souhaité que des initiatives soient prises pour réintégrer les différents acteurs, tous les acteurs dans le jeu. Ça n'a pas marché. Le résultat, il est là. C'est que forcément, c'est ce que j'ai appelé dans ma lettre ouverte dont vous parlez, la violence résiduelle. Voilà. C'était prévisible. Et donc, tout dépend maintenant des différents acteurs. Les acteurs gouvernementaux, les acteurs de l'opposition, les acteurs de la société civile. On verra comment est-ce qu'ils vont nous conduire dans les tout prochains jours. On va juste souhaiter qu'ils le fassent pour le bonheur de tous. Oui, on attend ce qu'adviendra après ce tableau. Mais avant, vous dites, Angèle Biaou, pour recueillir des données comme celle-là, ça doit avoir été de la croix et de la bannière. La plateforme a pu couvrir tout le territoire pour avoir les informations fiables, mais à quel prix? Merci, monsieur. La plateforme électorale des OEC a déployé 789 moniteurs sur le terrain. Nous les avons appelés moniteurs et pas observateurs parce que cela a été clair depuis le départ que nous ne sommes pas d'accord avec le statut actuel de l'organisation des élections qui sont exclusives. Donc nous avons dit, nous envoyons des personnes sur le terrain pour surveiller, pour monitorer, comme le dirait l'anglais, ce qui se passe, les violences. Et parce que c'était prévisible, comme l'a dit tout à l'heure le professeur, et nous avons envoyé ces gens sur le terrain pour nous prévenir et ensemble avec les différentes chambres de la salle des situations électorales que la plateforme est en train d'animer depuis 3 jours, on puisse répondre à certains cas en appelant des acteurs donnés qui puissent aider à éviter cela. Et par rapport à ça, ce fut la croix et la bannière parce que le réseau Internet a été coupé, alors que les informations qui sont envoyées sur la plateforme numérique que nous gérons sont gérées par l'Internet. Donc ça a été difficile et c'était vraiment pas le dynamisme de toute l'équipe de la plateforme, des techniciens et autres qui appelaient chaque moniteur partout où ils sont et qui recevaient les alertes. Et ce sont ces alertes-là que nous avons reçues qui nous ont permis de faire sortir les différentes statistiques que vous avez vues dans les différents points de presse que nous avons fait sortir depuis avant-hier.
premier point qui retient l'attention au travers de l'exposé qui a été fait, c'est le taux de participation. Emmanuel non. Emmanuel Ogou. Ogou, voilà. Le nom que je cherchais, Emmanuel Ogou, faisant la présentation tout à l'heure, a signifié, Victor Topanou, que c'est la première fois depuis le renouveau démocratique qu'à une élection, on obtient un taux de participation aussi faible. En effet, comment vouliez-vous qu'il en soit autrement? Les principaux partis de l'opposition ont appelé le boycott. Donc, forcément, leurs sympathisants, leurs militants ne seraient pas allés voter. Forcément, ça a un impact sur le taux de participation. Pour éviter ça, il suffisait juste que les élections soient inclusives. Et cette absence, est-ce qu'il faut vraiment la lier automatiquement à l'appel de l'opposition ou à ces différents messages d'intimidation qui ont aussi circulé? Écoutez, si vous demandez mon avis, je vous parlerai de l'appel à boycott. Maintenant, il est évident que d'autres raisons peuvent également permettre de l'expliquer. Je pense notamment à quelques messages d'intimidation, etc. Mais peut-être que nous saurons d'ici quelques années la part exacte des messages d'intimidation, la part exacte de l'appel à boycott. Mais sur le champ comme ça, on ne peut pas être affirmatif et catégorique. Je pense que probablement, il doit y avoir à la marge quelques personnes qui ont eu peur, mais fondamentalement, je ne suis pas sûr que l'immense majorité des Béninois ait été favorable à ce processus électoral que tout le monde savait exclusif. Et donc, à partir de ce moment-là, même des gens qui ne sont pas des militants actifs et autres de différents partis de l'opposition n'ont juste pas aimé que le processus soit exclusif. Et donc, pour le manifester, ils ne sont pas allés voter. Donc, il faut également voir avec le temps quelle est la part de cette population qui s'est comportée ainsi. Donc, je crois qu'on trouvera probablement d'ici là plusieurs autres raisons encore qui ont justifié le comportement individuel de chacun. Mais il est évident que lorsque vous allez à une élection, que l'opposition n'est pas représentée et qu'elle appelle dans sa totalité, je dis bien dans sa totalité, il n'y a pas eu un seul segment de l'opposition qui ait dit « Moi, malgré tout, je souhaite qu'on aille aux élections ». Aucun ne l'a dit. En conséquence, l'appel à boycott a été unanime de la part de l'opposition. À titre personnel, je ne serais pas allé chercher d'autres explications au taux de participation que celle-là. Je ne l'aurais pas fait. Maintenant, c'est vrai, les messages dont vous avez parlé, j'en ai eu connaissance aussi. Je pense que ça peut expliquer. Mais ça doit être vraiment, vraiment à la marge. Alors, Angèle Biao, les élections de tout le temps, ça a été de longues files d'attente, de l'enthousiasme. Au niveau des postes de vote pour ceux qui a été reportés, le constat, c'est plutôt ces assesseurs qui attendent désespérément des électeurs. On va jusqu'à courtiser quelques-uns pour venir des bureaux de vote à l'interne qu'on a ramenés au bord des voies pour que les gens puissent voter. On a vu des scènes surréalistes. Mais lorsque ça se passe comme ça, en tant qu'acteur de la société civile, quelle est votre contribution pour éviter qu'on ait à revivre une scène comme celle-là? Parce que législative aujourd'hui, demain c'est communal et après présidentiel. Alors demain se prépare maintenant, dit-on. Monsieur Joël, ça me fait sourire. Vous savez, vous l'avez sûrement bien suivi, la plateforme électorale des OSC n'est pas restée les bras croisés pour attendre le 28 avril 2019. Nous avons fait plusieurs initiatives même avant le vote de ces différentes lois qui posent polémique aujourd'hui et même durant le processus de dépôt des dossiers de candidature, après la déclaration de la Sénat et même des initiatives, nous sommes allés vers tous les bords des acteurs politiques, nous sommes allés voir le président même de la République pour parler de ces questions d'élections exclusives et on voyait ça venir. Donc déjà, je me dis, c'est dommage que nous puissions assister à ça. Nous avons été vraiment déçus et désarmés par cette décision finale d'aller aux élections exclusives. Mais en tant que citoyens béninois, c'est pour cela que nous avons décidé que, plutôt que de dire nous n'observons pas du tout, nous restons chez nous,
Nous allons voir comment ça va se passer. Et vous serez d'accord avec moi que le travail de la plateforme a été d'une grande utilité, d'abord pour faire parvenir les informations, parce que la plateforme que nous avons mise en place à travers les moniteurs sur le terrain a permis d'avoir les informations en temps réel, et ça nous a permis aussi d'appeler différentes personnes pour vérifier les informations. Alors toutes les informations que vous avez vues ici dans nos différentes déclarations sont d'abord présentement provisoires, mais elles sont réelles selon le temps et l'heure à laquelle nous les avons reçues. Ça, c'est vrai, ça a été d'une grande utilité. Victor Topano, lorsqu'on a un taux de participation, il y a une information qui circule pour les représentants de l'Union africaine, on tournerait en termes d'abstention autour de 96 et quelques %. En attendant d'avoir vraiment les chiffres exacts, lorsque pour un pays comme le Bénin, où il n'y a pas de test formel pour dire, lorsque le taux d'abstention est tel, ça peut avoir telle incidence directe. Est-ce que c'est important de s'attarder sur la question de taux de participation? Oui, c'est important parce que, comme vous le dites, si légalement, il n'y a pas de lien direct entre le taux de participation et la légalité ou l'élection des membres de l'Assemblée nationale, parce que chez nous, ça n'existe pas. Vous savez que dans certains pays européens, je pense à la Macédoine ou un certain nombre d'autres pays, lorsque, par exemple, à la présidentielle, on observe que moins de 35% de l'électorat s'est déplacé, on annule et on recommence. Voilà. Ils ont décidé que tant que 35% de la population ne s'est pas prononcée, la légitimité du président serait douteuse. Et donc, c'est dans les tests. Malheureusement, chez nous, ça n'existe pas. Le président Emmanuel Tiando de la Sénat l'a rappelé d'ailleurs dans l'une de ses déclarations hier. Et donc, du point de vue de la légalité, il n'y a quasiment pas grand-chose à faire. Par contre, du point de vue de la légitimité, il est évident que ces députés souffriront de cette légitimité. Et alors, ça devient une affaire politique. Je ne sais pas si ce qui n'a pas pu être obtenu avant les élections pourrait l'être après. Sinon, le président de la République reprend l'initiative, comme d'ailleurs on l'avait suggéré depuis le début, et puis éventuellement, avec la classe politique, voir ce qu'on peut faire. Mais ça, c'est du domaine du politique, et on attendra de voir leur comportement. Après, on pourra revenir pour commenter. Commenter, oui. Les acteurs de la société civile ont fait aussi l'appel et les appels de pied et de nez, même en son temps. Face à ce schéma qui s'offre aujourd'hui et qui, semble-t-il, n'honore pas le Bénin démocratique que les gens ont connu il y a quelques années encore plus tôt, j'imagine que le chef en souffrirait aussi. Mais est-ce que Angèle Biaou, la plateforme, serait dans la posture de demander au chef d'être vraiment regardant par rapport à ses résultats et de pouvoir travailler à voir si c'est encore possible de sauver les meubles? Ça comptera? Bon, la plateforme, dans sa déclaration, a déjà commencé à interpeller la Sénat de prendre en compte les différents résultats que nous avons et par rapport à ça, de prendre la mesure de la situation. Nous n'allons pas dire les choses, mettre la charrue avant les bœufs. Et comme l'a dit le professeur tout à l'heure, c'est le politique qui va prendre cette décision. Et pour moi, personnellement, c'est vraiment dommage que nous n'ayons pas dans nos tests des spécificités qui nous disent par rapport au taux de participation aux élections ou bien par rapport au taux de personnes qui vraiment ont exprimé le suffrage, on pourrait annuler ou pas les scrutins. Et c'est dommage parce que ça aurait été vraiment une histoire qu'on nous raconterait. Et moi, je dirais que ça devrait nous interpeller par rapport aux différentes lois que nous allons rédiger ou bien par rapport aux révisions des lois pour savoir que nous pouvons mettre cela, et ça permet même aux dirigeants politiques de savoir que sans la volonté du peuple, ils n'auront pas cette légitimité, même s'il y a la légalité. Oui, une fois encore, le peuple au cœur des débats. Victor Topano, le Bénin a fait l'option avec Patrice Talon des réformes. Est-ce qu'une fois encore, les acteurs politiques ont péché? Ce point ne pouvait-il pas sauter à l'œil? La question de la légitimité, c'est une question pourtant souvent évoquée. Voir les profils des députés à l'Assemblée nationale. Oui, je sais que ce débat a été souvent évoqué, mais pas dans les termes de taux d'abstention. Ça avait été souvent évoqué en termes de, je dirais, inégalité entre les circonscriptions électorales.
Je sais qu'on disait souvent que ceux qui sont élus dans la 6e circonscription, donc Calavi, Soava et Zé, sont beaucoup mieux élus que dans d'autres circonscriptions, simplement parce qu'il y a un réservoir de population relativement importante. Dans Calavi, vous avez quasiment 700 000 personnes qui votent à Calavi, Godomé, les 8 autres arrondissements confondus, pour seulement 4 députés. Et donc, ça fait qu'à la redistribution, il y a beaucoup plus de voix pour se faire élire à Calavi que dans d'autres circonscriptions où il y a beaucoup moins d'habitants. Et donc, le débat sur la légitimité se posait en ces termes. Et on entendait des députés à l'Assemblée dire « Moi, je suis de la 6e circonscription, toi, tu n'es que de telle circonscription, vous n'êtes même pas à 100 000 électeurs, 200 000 électeurs. » Et en plus, quand on compte le taux d'abstention, qui avait toujours tourné entre 40 et 30%, c'est-à-dire qu'il y avait jusqu'à 60%, parfois 70% de gens qui votaient. Et donc, quand on faisait les déductions, ils se moquaient entre eux, mais c'était perçu sous forme de blague. Voilà. Or, ce qui est en cause aujourd'hui, c'est le taux à partir duquel on peut considérer qu'un élu est véritablement légitime. Est-ce que à 10% de taux de participation, les élus dans leur ensemble seront-ils légitimes? Aussi longtemps que le problème n'a pas été réglé dans la loi, on est juste obligé de constater et de répondre que oui, on ne peut pas refaire la loi à notre niveau sur le plateau. Je suis tout à fait d'accord avec Madame Biaou lorsqu'elle dit qu'elle regrette qu'on n'ait pas tenu compte de ça dans les lois jusqu'à présent. Mais peut-être aussi parce que le problème ne s'était jamais posé. Ce qui nous arrive est unique, c'est une première. On n'a jamais fait des élections exclusives chez nous. Jamais depuis 1991. Il y a certains qui pouvaient eux-mêmes décider de ne pas y aller parce qu'ils n'en avaient pas les moyens. Mais ça avait toujours été ouvert à tout le monde. Et donc, du coup, la question de la légitimité ne s'était jamais posée en ces termes-là. Les gens ont toujours eu, c'était de belles fêtes, chacun avait sa caravane, ça passait à gauche, ça passait à droite. Bon, mais c'est la première fois. Donc, on ne peut pas reprocher aux députés de ne l'avoir pas prévu, puisqu'on n'avait jamais connu cette situation. Il faut rester donc en termes de projection. Voilà, maintenant que c'est arrivé, dans l'hypothèse où Mme Biaou parle de réviser les lois ou réécrire de nouvelles lois, ça deviendra incontestablement une préoccupation exprimée par tous, les élus, les citoyens, la société civile, tout le monde le dira désormais, simplement parce que ça nous est arrivé. Donc en cela, ce fut une première malheureuse pour nous. Oui, une première. Et les populations qui, elles, n'ont pas pu exprimer leur vote, s'il y en a qui ont décidé de rester presque terrés chez elles, d'autres ont décidé d'aller plutôt se manifester autrement. Malheureusement, ça a tourné presque au vinaigre, des heures chaudes, surtout dans la partie septentrionale. Par endroits, on s'est saisi des urnes, on a empêché et assesseurs et électeurs voulant bien s'exprimer de pouvoir passer à l'acte. Lorsqu'on a de ces gens de scène pour la société civile, c'est un plaidoyer à la reprise ou ça se gère comment? Merci. Pour la société civile, d'abord c'est dommage que nous soyons arrivés là. Il est encore tôt pour nous, puisque nous n'avons pas encore les statistiques définitives, de pouvoir faire une proposition, c'est-à-dire prendre position clairement. Mais je crois que la plateforme, à travers les différentes chambres de personnalités qui travaillent dans la salle de situation électorale, vont prendre la mesure. Et sûrement, la déclaration de presse que nous avons, la conférence de presse que nous avons ce soir, pourra mieux nous situer encore sur la nouvelle position de la plateforme. Toujours est-il que, comme nous l'avons dit depuis le départ, nous aurons aimé que ces élections n'aient pas lieu dans ces conditions-là. Nous aurons même bien aimé qu'elles soient reportées et que nous ayons des élections exclusives. Alors s'il est... inclusive, merci. Alors s'il est encore possible de pouvoir rattraper le tir, si tel est le cas, si vraiment tel est possible, pourquoi ne pas le faire? Ça, ce n'est pas l'avis de la plateforme, c'est moi. Mais je me dis pourquoi ne pas le faire si c'est encore possible. Et je profite aussi pour dire, c'est dommage que nous ayons ces cas-là. C'est dommage, nous ne sommes pas fiers. Et malheureusement, quand les gens sont poussés à bout,
ils en arrivent là. Et nous aurions aimé vraiment que nous n'ayons pas vécu cette situation d'hier, où nous avons des cas de blessés, des cas graves, des morts, où nous avons des biens publics détruits, des biens privés. Bah, vraiment, c'est dommage pour nous et nous n'aimerions pas revoir ces genres de cas-là. Ah oui, et que faire, mesdames et messieurs, pour ne pas revoir de ces genres de cas? Victor Tokpanou, on sent comme l'adrénaline monter au-delà de ce à quoi on pourrait s'attendre. Des jeunes gens, même cagoulés, pour pouvoir empêcher que le scrutin se déroule. Cette image a fait frémir plus d'un. Oui. Comme je dis, lorsque vous accumulez des frustrations, je crois que Jean-Baptiste Elias avait vraiment mis l'accent sur la question de la frustration. Vous ne pouvez pas prévoir la réaction des gens. Et vous ne pouvez même pas exiger d'eux la réaction qu'ils doivent avoir. C'est pas possible. Parce que le droit de vote est un droit sacré constitutionnellement. Et les gens ne le comprennent peut-être pas toujours. C'est-à-dire que les élections exclusives venaient à arracher aux citoyens le droit de choisir qui ils veulent. Donc ce n'est même pas seulement pour les acteurs que c'est important, c'est d'abord pour celui ou ceux qui les investissent. Donc c'est quand même important, c'est pour ça que je pense que le débat a été très très vif pendant toute la période qui a conduit à l'élection. Je ne connais pas beaucoup de gens qui aient soutenu ce processus exclusif. Je ne connais pas, en dehors de l'entourage du président de la République, et c'est un peu normal. Et donc, dans l'opinion, c'était pas largement partagé. Les conséquences que nous avons vues, écoutez, on a eu tout à l'heure un rapide bilan. Espérons que ça n'est que ça, parce que comme on dit, un mort, c'est déjà un mort de trop. Là, on en a 2, sans compter les destructions d'infrastructures publiques, socio-économiques. Bon, je veux dire, c'est quand même un peu lourd pour une élection, et on ne l'avait jamais connu. Et même moi, lorsque j'écrivais ma lettre ouverte et que je parlais de violence résiduelle, je n'avais franchement pas prévu la mort d'homme. J'avais prévu éventuellement le vandalisme de certains de matériel, etc. Mais dans mes pensées les plus profondes, je n'aurais jamais pensé qu'il y aurait eu des morts. Et ça, je me souviens même, mot pour mot, je disais dans ma lettre ouverte, même si c'est un mort, vous l'aurez sur la conscience, en parlant au président de la République à ce moment-là. Voilà. Donc je pense que, qu'on le veuille ou non, il va être obligé d'assumer ça. Il n'a pas d'autre choix que de l'assumer. Donc on attend, c'est pour ça que je disais tantôt dans une prise de parole précédente, on attend maintenant la réaction de nos acteurs politiques. Cette réaction qui ne saurait sans doute tarder. Parlant toujours des incidents avant de revenir sur certaines réactions qu'on a commencé quand même par enregistrer, Angèle, où il s'est trouvé malheureusement l'un des hommes en uniforme qui était là pour faire son travail en fonction du cahier de charge à lui confié, qui n'a pas pu échapper aux manifestants qui lui ont mis carrément le grappin dessus. Et seule formule pour qu'il recouvre sa liberté, devenir prisonnier de circonstances, lui habilité à faire d'autres prisonniers, c'est la libération d'un certain nombre de manifestants. Mais cette image, pour certains, est plus grave que même des cas de blessés, d'incendie à observer. Les plaidoyers que vous avez l'habitude de faire pour le comportement citoyen, lorsque vous avez eu une donnée comme celle-là, quel est le traitement qui en a été fait? Un épiphénomène, comme l'aurait dit le mécanicien d'à côté? Merci. Comme je l'avais dit, c'est regrettable que nous assistons à ces situations. Et il est aussi, on ne cessera pas de le dire, ce sont des frustrations sur des frustrations. Et quand ces frustrations-là sont accumulées, on ne peut pas prévoir. Et c'est dommage. Est-ce qu'un officier, c'est quand même dans l'exercice de ses fonctions, les populations n'avaient-elles pas d'autres moyens? Est-ce que ça, c'est compréhensible? Je ne suis pas à la place des populations. Oui, vous n'êtes pas compris, c'est ce que je demande. Et c'est pour cela que je dis, en tant que citoyenne béninoise, que je regrette ça. Je regrette que nous en sommes arrivés là, et je regrette que des populations, des citoyens béninois en soient arrivés là. Et je dis, et je reconnais que cette frustration est accumulée par les gens qui vraiment ne voient pas l'objectivité de cette élection. Ils pensent qu'il faut
de quelque manière que ce soit réagi. Nous ne supportons en aucun cas cela, même si nous sommes contre ces élections qui sont exclusives, nous ne sommes pas pour du vandalisme, nous ne sommes pas pour l'insécurité qui a été créée, nous ne sommes pas pour la destruction des biens publics et autres qui sont créés. Et en même temps, nous ne pouvons pas répondre aussi de ces actes-là, dire, expliquer pourquoi nous savons que c'est grave, parce que si l'agent de sécurité publique a été maintenant pris d'assaut par les populations, ça devait aussi nous faire réfléchir pour dire, quand vous frustrez des gens à l'extrême, attendez voir ce que vous pouvez, ce à quoi ce que nous vivons présentement. Et j'espère que nous n'allons pas dépasser cela. Ah oui, beaucoup espèrent. Oui, prise en otage. Le bon au Bénin, mesdames, messieurs, ça s'entend comme une banalité. Mais là, on parle d'un officier pris en otage par des citoyens. La scène, je ne vous la raconte plus davantage. Oui, c'est arrivé. Victor Topano, c'est une image banale, mais un psychopédagogue a partagé avec nous tôt ce matin que c'est une image qui mérite plus la réflexion, aussi bien au niveau des dirigeants qu'au niveau des différentes composantes de la société. Oui, il a raison. Vous savez, comme je dis, on ne fait pas de hiérarchie dans l'horreur. Et tout à l'heure, j'ai senti que vous aviez voulu faire une comparaison entre les morts, d'une part, et la prise en otage d'un officier, d'autre part. Je pense que l'un et l'autre des deux cas est tout aussi grave. Je ne sais pas si vous avez une fois été otage. Vous ne savez pas ce qui peut vous arriver. Vous traumatisez un otage durablement. Et des fois, les gens vous disent « j'aurais préféré mourir ». Mais en même temps, personne ne peut vous dire que la mort d'un citoyen est une bonne chose. Ce d'autant, et j'ai eu l'occasion de l'écrire plusieurs fois, que la fonction essentielle ou exclusive de l'État, c'est d'abord de garantir la sécurité individuelle et collective. C'est d'abord ça. Donc, absolument rien ne justifie dans une société que par des actes successifs, par des frustrations accumulées, on arrive à la perte de vie humaine. Et donc, pour moi, à la limite, celui qui est mort ou ceux qui sont morts ne seront même plus là pour réfléchir sur la prise en otage d'un officier. Ils ne seront même plus là. Et donc, celui qui a réfléchir sur la prise en otage, c'est d'abord le privilège de ceux qui ont survécu. Donc nous, vous et moi, qui sommes aujourd'hui sur le plateau. Alors, est-ce que c'est bien de faire un otage? Forcément non. C'est quand même une privation de liberté. C'est quand même une angoisse, c'est quand même un stress. Et donc, on peut, après, quand on y ajoute le symbole de l'État, parce que l'officier, il est le dépositaire de l'autorité de l'État. Imaginez qu'on ait pu prendre en otage notre État à travers un de ses représentants. C'est tout aussi traumatisant pour une société. Et donc, rien de ce qui est arrivé ne pourra être, si vous voulez, valorisé. Il faut juste se mettre très rapidement autour de la table. Autour de la table. Oui, parce que j'ai dit encore nécessité du dialogue entre les différents acteurs. Comment pouviez-vous faire autrement? C'est pas parce que les élections sont passées qu'on va cesser de le dire. On l'a dit avant. On va continuer de le dire après. Parce que là, pour ne l'avoir pas fait à cette première étape-là, voilà le niveau de violence qu'on a eu. Vous ne savez pas quelles sont les étapes suivantes. En termes de violence, le ministre de l'Intérieur, dont la réaction était attendue s'est faite au travers d'un bref entretien. Saka Lafia Lamat, les acteurs et commanditaires de ces actes ne seront pas impunis. La sanction qui s'impose suivra dans les toutes prochaines heures. Mais avant ça, il a dit. Il avait déjà dit que ceux qui menaçaient de violence, ils auraient des fractures, des côtes fracturées. Ça n'a pas empêché les gens de le faire. Donc la réponse, ce ne sont pas les sanctions? Non. Il est dans son rôle, lui. Un ministre de l'Intérieur ne peut pas venir à la télé vous annoncer que je vais fermer les yeux sur les violences. C'est impossible. Mais il sait aussi que ce n'est pas la menace qui empêche la violence. Parce que ce n'est pas l'absence de menace qui entraîne la violence. C'est plutôt les frustrations accumulées. Donc pour qu'il n'y ait pas violence,
venant de la frustration, il vaut mieux travailler à lever les frustrations. Vous ne pouvez pas maintenir d'un côté les frustrations et espérer de l'autre ne pas avoir les conséquences de la frustration. Donc, il faut bien reprendre le problème. Moi, je considère qu'il faut placer dans le cadre de la logique ce que le ministre de l'Intérieur a fait comme déclaration, annoncé qu'il va sanctionner, c'est de bonne guerre. S'il ne le fait pas, c'est l'autorité de l'État qui est encore plus par terre. En revanche, il doit savoir lui-même que ce n'est pas la menace qui crée l'absence de violence, que c'est plutôt la violence qui entraîne la menace. Et donc, pour éviter la violence, il vaut mieux éviter les frustrations. Si vous réglez les problèmes de frustration, vous n'aurez pas de violence. Et vous n'aurez même pas besoin de menacer, vous n'aurez même pas besoin de sanctionner. Et donc, il faut plutôt retourner dans ce qu'il conviendrait d'appeler un cercle vertueux. Retournons vers le cercle vertueux. Nous en sommes sortis. On est rentré dans un cercle vicieux avec des conséquences incalculables. Et je ne souhaiterais pas ça non plus pour notre société. Angèle Biao, le Bénin du consensus aurait vécu enclamé plus d'un au temps fort de cette crise préélectorale. Victor Tokbalon, adepte du dialogue inclusif, revient là-dessus pour dire que ce n'est pas parce qu'hier le dialogue n'a pu se faire qu'il faut le ranger au placard. Le dialogue, ça s'impose-t-il désormais aux différents acteurs? Absolument, le dialogue s'impose. Mais la question que je me pose, ce dialogue-là tournera autour de quoi? Est-ce qu'il s'agira de revoir ces élections-là? Je pense que la réussite de ce dialogue-là, qui est nécessaire, dépendra des objectifs que l'on se serait fixés, dépendra aussi de ce que nous aimerions faire. Parce qu'il y a eu dialogue et ça n'a pas marché. Est-ce qu'il faut encore reprendre, dire qu'il y a dialogue juste pour montrer à la face publique qu'il y a dialogue, pour qu'après on se retrouve dans l'impasse? Un véritable dialogue. Un véritable dialogue, vraiment. Un véritable dialogue. Et dans le contexte actuel, il paraît que le Bénin, depuis peu, est en quête d'un médiateur, un vrai. Ce que nous avons entendu. Puisque vous côtoyez tous les milieux. Vous en savez quelque chose? C'est déjà fait? Je n'en sais rien. Vous n'en savez rien? Je n'en sais rien. Pardon. Vous n'en savez rien? Mais le dialogue, c'est toujours possible. Mais de toute façon, vous savez, nous avions fait nos dialogues successifs dans notre pays entre nous. En 89-90, on n'a pas eu besoin d'intermédiaire. Mais c'est vrai. Je suis d'accord, lorsque les acteurs n'arrivent plus à se parler, c'est normal qu'il y ait un tiers. Est-ce qu'on a constaté que c'est devenu impossible? Si oui, à ce moment-là, faisons appel à un intermédiaire. Bon, je pense que déjà, il faut que les acteurs politiques se prononcent. Moi, je pense que dans la journée, ce serait très bien que chacun se prononce, indépendamment de cette déclaration du ministre de l'Intérieur, qui n'est sans doute pas ce à quoi on s'attendait. Donc je crois que il faut impérativement que chacun se prononce et qu'on sache quelles sont les exigences des uns et des autres, parce que de toute façon, je ne sais pas comment on peut diriger le pays sans dialogue. Parce que, fondamentalement, la philosophie politique à l'origine de la démocratie, c'est le dialogue. Il paraît, vous allez nous dire ce qu'il en est, que les Béninois sont en train de changer d'option de gouvernance. Oui, Angèle Biao, par rapport à l'avenir, quelles sont désormais les projections pour la plateforme? En principe, on s'attend à des résultats. Il paraît que si tout va bien, demain déjà, on doit être fixé. Oui, la plateforme est à pied d'œuvre. Nous ne sommes pas une institution pour proclamer les résultats. Nous sommes juste en train de faire du suivi et nous nous assurons autant que cela est possible d'avoir des données fiables. Nous ne sommes pas là pour créer de la déroute. Et quand vous parlez de perspective, c'est de pouvoir, avec toutes les informations recueillies sur le terrain, faire le bilan et faire savoir ça à la face de tout le monde pour qu'ensemble nous puissions, bien sûr, à travers le dialogue que nous voulons tant, ce véritable dialogue, ce dialogue sincère, que nous puissions trouver une solution pour sortir de cette impasse et redorer le blason du Bénin. Mais la question qui se pose, si vous le permettez, c'est toujours par rapport au taux de participation. Il se pose la question de la légitimité, de la représentativité. Si tel est que nous continuons avec les résultats que nous avons là à installer les députés, est-ce que
ces députés-là sont vraiment légitimes? Est-ce que ces députés-là représentent vraiment toute la classe politique, toute la population béninoise? Est-ce que oui, madame, monsieur, on parle d'élus du peuple, mais un peuple remonté et qui dit je n'en veux pas, ça devient vraiment casse-tête. Vite entreprenant à l'entendre de revenir, peut-être qu'on parviendra à démêler les chevaux. Quel reste votre plus grand vœu par rapport à cette fatidique date déjà passée et qui a laissé des séquelles? Écoutez, est-ce que mon opinion en cette matière importe? À votre conclusion, pour faire simple alors. Voilà. Retrouvons les voies du dialogue. Le pays n'a pas besoin de violence. Même résiduelle, la violence n'est pas une bonne chose pour une société. Merci, Victor Topano. Même résiduel, la violence n'est pas une bonne chose pour une société. Qui plus est, emprunt au développement. Merci également à vous, Angèle Biaou, qui portait là la voix de la plateforme électorale des OSC du Bénin. Chers téléspectateurs, ce fut un plaisir. À vous, un grand merci. Cassons-vous, nous n'hésitons non plus. 100% Bénin. Le numéro du jour, on s'en arrête là. Je vous compagne définitivement alors sur cette citation de Blaise Pascal. Je le cite. La multitude qui ne se réduit pas à l'unité est confuse. Mais l'unité qui ne dépend pas de la multitude est tyrannie. Bonne suite de méditation chez vous et à très bientôt. Au revoir.